Alors, quand on pense à une frontière, on imagine une ligne sur une carte. C'est simple. C'est net, oui. Voilà. Mais en préparant notre échange, en plongeant dans la pile de documents qu'on a là, cette simplicité, elle vole en éclats. Ah oui, complètement. D'un côté, on a des descriptions de murs, de barbelés, de zones militarisées. La tension est palpable, oui. Et de l'autre, on tombe sur des photos de pistes cyclables paisibles où des familles passent d'un pays à l'autre sans même y penser. Comment c'est possible? C'est toute la question. Une frontière, ça peut être une cicatrice, le souvenir d'une guerre. Une séparation brutale. Exactement. Ou au contraire, ça peut être une couture, un lieu qui tisse des liens. Et le plus fascinant, c'est que parfois, c'est les deux à la fois. C'est ça, et on touche au cœur de notre sujet aujourd'hui. On a longtemps cru que la mondialisation, Internet, que tout ça allait, Effacer les frontières. oui, nous mener vers un grand village global. Or, ce qui ressort de toutes nos sources, c'est l'exact opposé. C'est le grand paradoxe. Dans un monde hyper connecté, on n'a jamais construit autant de murs. Notre mission aujourd'hui, c'est de décortiquer ça. C'est ça, de comprendre pourquoi et surtout comment. Quelle forme elles prennent, à quoi elles servent vraiment. Au-delà des discours politiques. Tout à fait. On va voir quels sont des instruments de contrôle, bien sûr, mais aussi, de façon inattendue, des zones d'opportunité incroyables. Le programme est passionnant. Alors, pour y voir clair, par où on commence? Je pense que le mieux, c'est de partir d'un constat un peu fou. Il y a de plus en plus de frontières. D'accord. C'est ce que le géographe Michel Fouché, un des auteurs qu'on a beaucoup lu, appelle la refrontiérisation du monde. La refrontiérisation. Voilà. Ensuite, on plongera dans leurs différentes facettes, le mur, le lieu de vie. Et enfin, on regardera quelques cas concrets pour voir comment ces lignes naissent de conflits et d'une diplomatie parfois acharnée. Parfait. Allons-y. Ce qui m'a sauté aux yeux, c'est un chiffre. Ouais, Plus de 250 000 kilomètres de frontières terrestres. c'est énorme. C'est plus de 6 fois le tour de la Terre. Et quand on regarde les cartes, on réalise que la plupart sont très récentes. C'est le point de départ de la réflexion de Fouché. Il dit une chose très forte. Jamais le monde n'a été à ce point quadrillé. Quadrillé, négocié, surveillé. Exactement. Et cette frontiérisation, c'est la conséquence directe de la multiplication des États. Bah oui. Pensez à la décolonisation, à la fin de l'URSS. L'éclatement de la Yougoslavie. Voilà. Des dizaines de nouveaux pays apparaissent et la première chose qu'ils font, c'est de tracer une ligne pour dire « ceci est à moi ». C'est intéressant parce que ça va à l'encontre de toute la rhétorique des années 90, du monde sans frontières. Tout à fait. On a l'impression d'une sorte de réaction immunitaire. Plus le monde devient fluide, plus les États renforcent leur peau. C'est exactement ça. Fouché parle de territorialisation. Face à l'accélération des flux, l'État réaffirme sa fonction première, contrôler un territoire. Donc la frontière ne disparaît pas. Pas du tout. Elle se transforme. Elle devient un filtre intelligent de plus en plus technologique. Qui laisse passer ce qui est désirable Les touristes, les marchandises, et qui bloque le reste. c'est ça. Alors, si elle se renforce, à quoi elle ressemble sur le terrain? On a parlé de frontières coupure et frontières couture. Commençons par la plus dure, la coupure. L'exemple le plus extrême, c'est la zone démilitarisée, la DMZ, entre les deux Corées. Un vestige de la guerre de Corée. Un vestige glacé, figé depuis 1953. Ce n'est pas juste une clôture, c'est une bande de terre de 248 km de long sur 4 de large. Truffée de mines, de barbelés. C'est la définition même de la frontière hermétique. Et pourtant, c'est là qu'on trouve l'un des détails les plus sidérantes de nos lectures. Ah oui, Au milieu de cette incarnation de la haine, la nature a repris ses droits de manière spectaculaire. c'est vrai. Comme personne n'y met les pieds depuis 70 ans, ce No Man's Land est devenu un sanctuaire de biodiversité unique. Une conséquence totalement involontaire. Une des études mentionne que 38% des espèces menacées de la péninsule y ont trouvé refuge. C'est fou. À l'exact opposé, on a la frontière couture. Et là, l'exemple le plus parlant, c'est l'espace Schengen en Europe. Bien sûr. L'image de l'Europa Promenade, cette piste cyclable entre l'Allemagne et la Pologne. C'est une image formidable. Ici, la frontière n'est plus un obstacle. C'est un lieu de vie. On ne la voit même plus. Et entre ces deux extrêmes, il y a la catégorie la plus complexe. La frontière qui est les deux à la fois. Le cas d'école. Évidemment, la frontière États-Unis-Mexique. Le cliché du mur. Mais les chiffres. Les chiffres racontent une toute autre histoire. C'est un paradoxe permanent. D'un côté, oui, il y a un mur physique, une surveillance high-tech, Des drones, des capteurs. tout l'arsenal. Et de l'autre, c'est la frontière la plus traversée au monde. Avec des chiffres incroyables.
On parle de 350 millions de franchissements légaux par an. C'est une activité économique frénétique, Oui, il y a ces fameuses maquiladoras, ces usines d'assemblage côté mexicain. qui sont collées à la frontière. C'est ça. Elles assemblent des pièces venues des États-Unis avec une main-d'œuvre moins chère et elles réexportent. Et il y a aussi les centaines de milliers de travailleurs transfrontaliers qui vivent au Mexique et travaillent légalement aux États-Unis chaque jour. C'est une interdépendance totale en fait. Complètement. Cette frontière, c'est une immense zone de contact. Les géographes parlent même de la naissance d'un espace culturel hybride. La Mexique-América, Exactement. Le Spanglish, les modes de vie qui se mélangent. La preuve qu'un mur, aussi haut soit-il, ne peut pas tout arrêter. cette complexité, ça soulève une question de fond. Qui décide de tracer une ligne là et pas ailleurs? Ce n'est jamais un hasard, j'imagine. Jamais. Les frontières, ce ne sont pas des données naturelles. Ce sont des constructions humaines, politiques, Le résultat de rapports de force. de guerres, de conquêtes ou de très très longues négociations. L'exemple le plus brutal, c'est la conférence de Berlin en 1884. On a tous cette caricature de Bismarck qui découpe l'Afrique comme un gâteau. L'image est terrible et juste, Des hommes en costume, à des milliers de kilomètres de là, qui tracent des lignes à la règle. avec un cynisme total, scellant le destin de millions de personnes. Et les conséquences de ce partage, elles sont encore là aujourd'hui. Bien sûr, des peuples coupés en deux, 3 pays, des groupes rivaux forcés de cohabiter. Au moment des indépendances, dans les années 60, les nouveaux dirigeants africains ont fait face à un dilemme terrible. Un dilemme cornélien. Soit on garde ses frontières, héritage de la colonisation, Soit on redessine tout et c'est la boîte de Pandore. le chaos. C'est ça. Et ils ont choisi la voie du pragmatisme. À la conférence du Caire en 1964, ils ont adopté le principe de l'intangibilité des frontières. En clair, on touche à rien. On garde les frontières telles quelles, même si elles sont imparfaites, pour éviter l'explosion du continent. Un autre cas fascinant, c'est la frontière germano-poloraise. Son histoire se lit comme un roman géopolitique. Absolument. C'est une histoire en plusieurs actes. Un drame européen. Acte 1, 1945. L'Allemagne a perdu la guerre, les vainqueurs se réunissent à Potsdam et ils décident de déplacer la Pologne vers l'ouest. comme un bloc. Voilà. Et sa nouvelle frontière avec l'Allemagne sera fixée sur les fleuves Oder et Neisse. Une décision sur une carte, mais avec un coût humain effroyable. Un drame immense. Entre 8 et 12 millions de germanophones sont expulsés de ces régions où leurs familles vivaient depuis des siècles. C'est l'un des plus grands déplacements de population de l'histoire. Acte 2. La guerre froide. Cette nouvelle frontière devient une partie du rideau de fer. L'Allemagne de l'Est, la RDA, la reconnaît dès 1950. Ils l'appellent la frontière de la paix. Mais pas l'Allemagne de l'Ouest. Non. Pendant plus de 20 ans, la RFA la conteste. Les cartes officielles ouest-allemandes montrent toujours l'Allemagne dans ses frontières de 1937. Acte 3 alors. 1970. Le tournant. Le chancelier Willy Brandt lance son Ostpolitik, sa politique de rapprochement. Et il y a ce geste historique. Il se rend à Varsovie et il s'agenouille devant le mémorial du ghetto, une image d'une puissance symbolique inouïe. Et dans la foulée, il signe le traité de Varsovie, qui reconnaît de facto la ligne Oder-Neisse, Un geste de repentance et de réalisme. fondateur pour la réconciliation. Et enfin, le dernier acte, 1990. La chute du mur. La réunification est en marche. Et là, c'est le retour de l'angoisse en Pologne. Ils ont peur qu'une Allemagne réunifiée et puissante ne conteste à nouveau cette frontière. Donc il pose une condition. Une condition non négociable, la reconnaissance définitive de cette frontière. Ce qui sera fait. Il aura donc fallu 45 ans pour qu'une ligne, tracée sur un coin de table, soit enfin acceptée par tout le monde. C'est fou. Ce qui me frappe le plus après tout ça, c'est qu'on a tort de voir la frontière comme une simple ligne. C'est un organisme vivant, presque. C'est une bonne image. Elle respire au rythme du monde. Parfois elle se crispe, elle devient un mur. Parfois elle s'ouvre. Et cette idée de Michel Fouché, la frontière ressource, Un lieu qui génère de l'échange, de l'innovation. c'est ça qui change tout. Tout à fait. Et ça ne s'applique pas qu'à la terre ferme. On a aussi tenté de frontiériser la mer. Avec la convention de Montego Bay. Oui, en 1982. C'est une tentative fascinante de mettre de l'ordre dans les océans. Elle définit des zones, les eaux territoriales, la zone économique exclusive, et la haute mer, un bien commun de l'humanité. C'est une autre façon, plus subtile, de diviser le monde. Exactement. Et tout ça, ça me laisse avec une dernière question. Une pensée un peu vertigineuse pour l'avenir. Je vous écoute. On voit que chaque
nouvel espace qu'on découvre, on finit par le découper, le frontiériser. C'est vrai. Alors, je me demande, avec le changement climatique qui rend l'Arctique accessible, avec le cyberespace, Ou même l'espace tout court. voilà. Est-ce qu'on n'est pas à l'aube d'une nouvelle grande ère de frontiérisation? Les prochains grands conflits ne porteront peut-être pas sur des lignes qui existent déjà, mais sur l'invention de frontières dans des espaces qui, jusqu'ici, nous paraissaient infinis.